Adrien, Ouais, bienvenue dans See You on the Ring. merci, bienvenue. Merci à toi d'être là surtout. Merci à toi d'être là et on échangeait sur qu'est-ce qui me poussait à faire ce podcast. Ouais. Ouais, c'est vrai que je l'ai rarement dit, mais c'est peut-être bavarder avec des personnes comme toi qui, au final, là, inspirent et peuvent guider les différents auditeurs, auditrices qui vont écouter, que ce soit des entrepreneurs, dirigeants, dirigeantes, créateurs, tout simplement artistes même. Comment on peut les aider à gravir des sommets, comme toi, tu as pu le faire au sens propre. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices? Ouais, bien sûr, c'est toujours une question délicate. Oh, rapidement, Parce que, quelques mots si tu pas mal de choses, pas mal d'activités différentes. Aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants, les entrepreneurs, on va dire comme coach. Je suis pas hyper fan du mot, mais bon, faute d'autres meilleurs mots, on va dire coach. Dirigeants, entrepreneurs, je donne des conférences. Je suis dans l'écriture d'un livre aussi. Et je les amène, je suis guide de moyenne montagne, je les amène aussi dehors, dans la montagne, dans des refuges, pour faire du coaching plutôt autour du feu, tu vois. On fait tomber les masques avec des randos qui sortent un peu de la zone de confort et après on parle de ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et je viens de l'entrepreneuriat, je viens du design, j'ai monté plusieurs boîtes, dont certaines aux États-Unis, à New York, que j'ai revendues. Voilà, puis à côté de plein de projets d'alpinisme, de parapente, de papa, d'immobilier. Voilà, on s'ennuie pas, quoi. Mais ça, tu finis par une belle phrase. On s'ennuie pas et parfois on a peur de s'ennuyer ou parfois on a l'impression qu'on en fait trop. Mais peut-être que c'est juste qu'on en fait assez pour ne pas avoir le temps passé aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à être la personne que tu es aujourd'hui dans un sens sportif et même entrepreneurial? Le sport, un premier souvenir dans l'enfance? Ouais, je pense qu'il y a deux choses qui m'ont construite au début de l'adolescence. Il y a l'aviron. Je faisais beaucoup d'aviron à Annecy, à haut niveau, on s'entraînait une fois par jour, quoi. Et puis, à côté de ça, j'étais vraiment un geek. Je codais. J'étais passionné d'informatique. À 10 ans, je démontais des ordinateurs, j'apprenais à coder plein de langages, etc. Et je pense que vraiment, ça, c'est deux piliers de ma construction pour plein de raisons. Et donc, j'alternais entre ce monde très technique, geek, du code, des livres, de la technologie. Et puis, l'entraînement, le collectif, c'était de l'aviron. On faisait des bateaux où on pouvait être 2, 4, 8. Et c'est le collectif, l'entraînement, le dépassement physique, le mental, etc. Et puis un aspect presque méditatif. Donc l'aviron, tu répètes ce mouvement encore et encore. C'est un sport de glisse. Et donc il y avait ce rapport au corps et au mental. Stylé, mais tu sais que l'aviron, c'est un sport très difficile. Tu parlais de haut niveau, pas haut niveau. Sincèrement, tous ceux qui font du rameur, ils peuvent le dire. Hein. Ouais. Déjà, c'est qu'une petite sensation qu'on peut vivre. C'était dans quel... Tu viens de quel endroit en fait? Annecy, au lac d'Annecy, ouais. Et tes parents, est-ce que c'est eux qui t'ont amené directement dans la pratique sportive ou Ouais, ils m'ont toujours, tu sais, jeune, j'ai fait judo, tous les sports de gamins, testé, changé à chaque fois. J'ai fait aussi beaucoup de water-polo, en fait, quand j'étais à Aix-en-Provence avant d'être à Annecy. Et là, j'ai fait du water-polo, j'étais entraîné par le GOL à l'époque de l'équipe de France. Et c'était hyper intense. Je me rappelle l'entraînement où je sortais, j'avais 7-8 ans, en pleurant l'entraînement, parce qu'on s'était donné vraiment à fond. Et quand je me suis déplacé à Annecy, j'ai déménagé à Annecy, j'ai été recruté par l'équipe suisse pour faire le championnat. Et bon, j'ai fait qu'un an avec eux, mais en fait, j'avais vécu le gap, l'échauffement qu'on faisait à Aix-en-Provence, c'était l'entraînement finalement qu'on faisait en Suisse. Donc j'ai pu m'apercevoir, tu vois, les différents types d'entraînement, les différentes intensités. Et puis après, j'avais déjà des belles cuisses, tu sais, au water-polo, on est tout le temps en train de faire des mouvements avec ses jambes. Et du coup, j'ai basculé sur l'aviron. Et ça a marché, j'avais ces jambes déjà costauds et puis la pratique de l'effort intense. Et tout de suite, ça a bien marché. Donc, je suis parti à fond là-dedans. Intéressant. Et tout à l'heure, on pourrait parler de la dualité qu'il y a entre parfois une personnalité qu'on peut appeler geek, même si pour moi aujourd'hui les geeks c'est les fustilés. Hein. ouais, c'est pas péjoratif du tout. Avant, souvent on se moquait, mais maintenant au final, on aimerait bien savoir coder ou en tout cas être à ce genre de compétences. Et le monde sportif. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que, et c'est une question que je me pose souvent, le sport ne serait-ce pas le seul endroit, le seul lieu où il est normal d'être anormal? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a que le sport? Je sais pas, l'informatique,
C'est peut-être en chant aussi où tu peux être un peu anormal, atypique. Est-ce que c'est anormal? En tout cas, il y a des comportements comme l'obsession qu'on peut avoir en entrepreneuriat, qu'on peut avoir en sport, qui sont valorisés dans le sport, qui sont pas forcément valorisés dans d'autres endroits, ça c'est clair. Et puis je pense qu'il y a ce côté dépassement de soi aussi, qui est valorisé dans le sport, et parfois qui est pas forcément vu de la meilleure manière dans d'autres, dans l'entreprise ou dans d'autres endroits. Donc c'est vrai que c'est un espace de liberté aussi. Et tu vois, l'individualité dans le sport, elle est aussi valorisée. On aime bien avoir des profils atypiques. On est hyper fiers en France de nos sportifs, etc. Donc, c'est un espace dans lequel tu peux t'exprimer, ouais, je pense. Ok. Et toi, par la suite, je sais que qu'est-ce qui t'a amené à faire le tour du monde, je crois que tu as pu faire sur différents pays. Qu'est-ce qui t'a déjà amené à cela? Ouais. Je suis parti à New York travailler. Mon premier stage, c'était aux États-Unis. Et en fait, au bout d'un an, on m'a proposé un super poste dans la boîte de publicité. C'était le job de rêve. Et c'était tellement le job de rêve, j'étais encore super jeune, que je me suis dit, attends, si tu dis oui maintenant, là, c'est fini, quoi. Tu vois, au niveau de ma carrière, il restait pas tellement d'échelons après ça. Je voyais pas vraiment où ça allait m'amener. Et je suis un peu allergique aussi à l'idée du CDI, 8h, 17h, etc., tu vois. Et donc, je leur ai dit non. Je leur ai dit, si vous me proposez ça maintenant, dans un an, après un tour du monde, ça sera encore plus valable. Donc, d'abord, je vais réaliser ce rêve. Et donc, j'ai tout vendu. Je suis vraiment toutes mes affaires en France et aux États-Unis. J'avais plus qu'un sac à dos, avec mon ordi, une GoPro et 3-4 t-shirts. Et je suis parti pendant plus d'un an. J'ai fait 45 pays. J'avais un sponsor en plus pour payer les billets d'avion, donc j'y suis allé à fond. Et voilà, je voulais voir ce que c'était le monde avant de rentrer dans un projet ou un engagement plus long terme au niveau professionnel. Ok. Quelle est peut-être les destinations qui t'ont le plus marqué lors de ce tour du monde? C'est dur. L'Amérique du Sud, moi, j'ai beaucoup accroché. La chaleur humaine, le contact, tout de suite. Tu rencontres les gens, c'est ouvert. La montagne, exceptionnelle là-bas. J'ai commencé à faire mes premiers sommets, 5000, 6000, 7000 là-bas. Donc ça, c'était des expériences incroyables. Et puis, après, l'Asie aussi, l'Afrique. Je suis allé aussi au Népal. Alors, c'était un peu plus difficile. C'était pendant les tremblements de terre. J'étais en forme. Je revenais de faire l'ascension du Kilimandjaro. J'étais en pleine caisse. Et je suis allé au Népal pour aider durant le tremblement de terre. Donc, beaucoup d'expériences différentes. C'est dur de choisir. Ouais, mais ce que je vois, c'est au final, l'Amérique du Sud, c'est une destination qui t'a beaucoup marqué. Et t'étais aussi en Asie? Aussi en Asie, ouais, c'était sympa aussi. T'as pu gravir différents sommets, on peut en parler, du coup, tu parlais là du Kilimandjaro. Ouais, alors Kilimandjaro en Afrique, j'ai fait l'Oros, la Concagua et d'autres 5000 en Amérique du Sud, Mont Blanc. Et en Asie, pas de sommet parce que c'était durant les tremblements de terre. Le Fuji au Japon. Voilà, puis après, d'autres sommets moins connus à droite à gauche, ouais. Ok. Le souhait de vouloir plutôt, pas de devoir, gravir ces différents sommets, ça t'est venu dès le départ de ton tour du monde? Ça t'est venu par un événement, quelque chose de particulier? C'est marrant comme question. En fait, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que juste voyager pour voyager, j'allais commencer à m'ennuyer. Ça peut être paradoxal en tour du monde, mais finalement, tu vas de ville en ville. T'arrives, tu consommes un peu le lieu, tu vas au marché du coin, tu fais un peu les activités. Ça manquait un peu de sens pour moi. Et donc, j'ai commencé à me tourner vers la montagne, aller voir ces sommets. Et là, ça a donné vraiment une approche différente au voyage, parce que ça combinait le voyage, on va dire, touristique de découverte, avec un voyage sportif et de découverte de soi, parce que les sommets que j'ai faits, c'est pas des sommets techniques. Par contre, c'est de la très haute altitude, au-dessus de 6000. Donc, tu marches très, très lentement. C'est vraiment, faut s'imaginer, c'est slow-mo, quoi. Vraiment fou. Parce que tu peux pas, au niveau oxygène, tu peux pas aller plus vite que ça. Et tu marches pendant 6, 8, 10, 12 heures. Je fais des journées de 16 heures de marche, aller-retour au sommet. Et en fait, t'es dans une transe, t'es dans une méditation, parce que t'as ce mouvement répétitif, cette respiration profonde, et tu voyages, quoi. Et t'as vraiment une découverte de toi aussi.
Chaque fois que tu regardes la montre, tu as l'impression que c'est 3 secondes, mais en fait, c'est 2 heures. Tu es au milieu, c'est désertique. Au-dessus de 6000, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. Et donc, tu es juste face à toi-même, tes peurs, tes questionnements. C'est une expérience assez particulière, ouais. Et ça me fait penser au documentaire. Après, c'est l'Everest que Mhm. tu as pu faire. Oula, Inoxtag. Ouais. J'ai eu un petit bug. Tu penses que le gravir ce genre de sommet, se donner des défis sportifs, est-ce que ça change c'est un outil qui peut être intéressant, notamment toi, tu parlais tout à l'heure d'aller dans la nature avec tes élèves, si on peut pas en dire élèves Ouais, client. ou clients. Est-ce que tu penses que c'est un outil qui est à valoriser de plus en plus? Je pense que la nature nous apprend plein de choses. Elle est là depuis toujours. Les animaux, pareil. Je regarde beaucoup dans le coaching que je fais aux entrepreneurs, on regarde beaucoup comment les agriculteurs fonctionnent. Ils sont là depuis toujours. Nous, avec nos startups, on fait ça depuis quelques dizaines, allez, centaines d'années si on pousse le bouchon. L'agriculture, les cultivateurs, c'est des millénaires. Donc c'est intéressant de regarder ce savoir-là, cette connaissance-là. Et puis les sorties en montagne, oui, ça donne de la vision. Un des problèmes principaux que je rencontre avec les entrepreneurs, en tout cas qui me partagent, c'est le manque de vision. C'est dur d'imaginer à 5 ans, 7 ans, 10 ans d'avoir une vision, mais grande vraiment, qui te met en énergie, qui te fait sauter du lit. Et c'est difficile parfois de se projeter et de voir assez grand. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, ils ont une vision, en 2-3 ans, ils y arrivent. Et ça te montre bien que c'est une vision qui est encore trop petite. Si tu rêvais beaucoup plus grand, si tu prenais le chemin peut-être un peu plus difficile, long terme, qui pourrait t'amener à cette vision x10 qui te met vraiment en énergie. Je pense que sortir dans la montagne, dans des paysages grands, ça aide cette vision-là. Par contre, comme l'entrepreneuriat, tu peux aussi faire de la montagne en mode guerrier. En mode, je vais aller toujours plus loin, toujours plus haut, et te perdre dans une recherche de performance ou de valorisation ou d'ego, tout simplement, plutôt que être en mode explorateur et donc aller chercher le jeu, la découverte, la curiosité, regarder ce qui se passe autour de toi, voir les enseignements, apprendre sur soi, apprendre sur ton environnement. Donc c'est un peu toujours la même chose, tu peux le faire en mode guerrier, t'épuiser et je pense aller vers la blessure et les problématiques. J'y suis passé. Okay. Ou tu peux le faire en mode explorateur, curieux, et jouer finalement, aller dehors et apprendre, et donc générer beaucoup de croissance personnelle aussi. Toi, quand tu disais que tu l'as fait, c'est comment tu l'as vécu, si c'est pas indiscret? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé en particulier? Il y a presque 2 ans maintenant, les résultats de ma boîte stagnaient. C'était assez difficile moralement en fait. J'avais perdu l'envie. Ça faisait déjà 2-3 ans. Je m'accrochais parce que ça me donnait un super statut. J'étais chef d'entreprise, génial. J'avais une boîte aux États-Unis. Je vivais en France. Je travaillais 2 jours par semaine. Je gagnais bien ma vie. Sur le papier, le paradis quoi. Sauf que ça me faisait plus vibrer. J'étais plus en train d'explorer. J'étais plus en train de grandir. Et ça m'allait pas juste de m'accrocher à ce truc-là. En plus, les résultats commençaient à être moyens, du coup, vu que j'avais pas plus ce feu sacré-là. J'avais plus les bonnes idées, les idées créatrices, et créatives. Et puis, ma femme a fait une fausse couche. Ça a fini de nous mettre dans un mood vraiment pas agréable. Et en janvier, je me suis dit, Adrien, le guerrier, tu vas quand même pas te laisser faire comme ça. T'en as vu d'autres. En janvier, tu vas faire 10 000 mètres de dénivelé positif. Ça va te remettre d'équerre. Le challenge. Je fais mes 9800 mètres. Dernière rando. J'arrive en haut du Mont Verrier. Puis chaque fois, je redescends en parapente. Ça va plus vite. Je décolle, tout va bien. Donc, j'ai atteint mon objectif. Et je me dis, tiens, je vais atterrir à côté de la voiture. Il y a de la place sur le parking. Et là, je fais une mauvaise manip et je me prends une voiture. Et je me casse la colonne vertébrale. La L2. Donc là, je suis allongé, j'ai picotement dans les mains, dans les pieds. Et là, une des premières choses auxquelles je pense, c'est bon là, t'as compris le message. T'as fini d'essayer de faire le guerrier, de t'accrocher à un truc qui te fait plus vibrer, d'avoir peur. En fait, j'avais peur.
Les choix que je les faisais en fonction de je peux pas arrêter cette boîte, je peux pas la quitter, c'est pas si facile. Et, tu vois, on a un niveau de vie, on a un prêt, on a un machin, on a ceci, on a cela. Que des histoires, tu vois. En fait, de la peur. Et là, j'étais un peu au pied du mur, enfin un peu. J'étais bien au pied du mur. Et donc, ça a été le déclic pour vendre la boîte, me reconnecter à mes passions, reconnecter à mon mode explorateur. Et derrière, tout s'est fait naturellement. Honnêtement, moi j'étais au courant un petit peu de cette histoire parce que j'avais écouté quelques podcasts sur toi et tu avais dit quelque chose d'intéressant. Tu disais qu'il fallait que ça arrive. Si c'était pas physiquement, ça allait être un déclic mental. Si c'était pas mental, ça allait être un déclic financier. Ça allait être peut-être ta boîte qui allait juste te montrer que ok, c'est le moment. Et comment on peut anticiper justement, éviter cette période-là où on est au pied du mur? Est-ce qu'il faut croire en l'instinct de se dire que ok, c'est le moment de tourner la page, c'est le moment de, au contraire, faire un pied de plus en avant et se mettre à sprinter plutôt que d'être dans un marathon, ou l'inverse, de ralentir? Comment tu arriverais à donner un sens à ça? Déjà, le premier point, c'est que, et c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que c'est impossible de le faire tout seul, de se rendre compte tout seul de cette situation. C'est tout simple. Toi comme moi, comme tout le monde, on peut pas voir l'arrière de notre tête. On a besoin d'un miroir. On a besoin de quelqu'un qui va nous dire « T'es sûr de ce que tu racontes là ? T'es sûr que c'est vraiment comme ça ? T'es sûr qu'à l'arrière de ta tête, il se passe vraiment ça ? Parce que toi, tu peux pas voir. » Et donc, tout l'intérêt d'avoir un écosystème, ça peut être un coach, un mentor, peu importe, ça peut être des amis, ça peut être d'autres entrepreneurs. Il y a plein de choses, il y a des assos, il y a des masterminds, il y a plein de choses. Mais en tout cas, un miroir, quelqu'un qui va t'écouter et qui va dire voilà ce que j'entends quand tu me parles. Voilà ce que j'entends, ce que je vois dans ta situation. Et donc, on a besoin de ça pour prendre un peu de distance et éviter d'arriver au pied du mur. Le deuxième point, je pense qu'on est en partie prisonnier de biais cognitifs qu'on a. Donc, la peur du changement. Il y a un coût au changement, un coût énergétique. Tu vas changer d'habitude, c'est difficile. Tant que ce coût-là, il n'est pas inférieur dans ta perception au coût de rester dans la situation, tu vas pas changer. Donc, avoir cet effet miroir et d'avoir une analyse de qu'est-ce que ça me coûte vraiment de rester dans la situation actuelle. J'aurais eu cette réflexion ou ce miroir-là quelques mois avant pour comprendre que ça me coûtait ma santé, ça me coûtait mon envie, ça me coûtait ma relation avec ma femme. Parce que tu es frustré le soir, les choses avancent pas comme tu veux, tu es plus passionné. Quand tu es plus passionné, tu es plus passionné au boulot, tu es plus passionné à la maison non plus. Ouais. Et donc j'avais mal évalué, mal vu, j'avais pas une clarté sur le vrai coût de rester dans cette situation. Et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai eu l'accident, le coût est tellement monté haut que finalement le changement devenait une bonne affaire, quoi, tu vois, devenait le smart move. Et c'est ça qui a fait le déclic. Mais on peut l'éviter en analysant ce coût-là en amont. Tu parlais de s'entourer. Et c'est marrant, ça fait plusieurs épisodes et quasiment presque depuis le premier où on parle à chaque fois où on revient toujours à la même chose. S'entourer, pas forcément des bonnes personnes, mais des gens qu'on sent qui sont là pour nous, qui nous aiment simplement et qui nous veulent du bien et écouter, partager. Encore, j'avais fait un épisode avec Quentin Brenier, je me rappelle, qui nous disait en soi, il faut parler de ses idées aussi, échanger avec les autres. C'est comme ça qu'après on a des retours et parmi ces retours, on peut faire une moyenne. Dans cette moyenne, on peut avoir un avis beaucoup plus grand sur ce qu'on vise. On parlait tout à l'heure de vision. Et en fait, la vision, peut-être que quand on n'arrive pas à voir ce qu'il y a à droite, notre collègue qui lui est à notre droite, justement, va dire attends, mais t'as pas vu à droite, il y a ça. Ah ouais. Là, notre vision s'éclaircit. On n'a pas juste que 2 yeux, on en a peut-être 4, 6, 8. Et là, tu t'es pas arrêté, on a même des yeux derrière la tête. Ouais, exactement. On peut même voir ce qui est à 360 degrés. C'est ça. Donc, j'invite vraiment tout le monde et je pense que tu seras d'accord avec moi, à s'entourer. Bien ou pas bien, ça, après, on peut jamais trop l'anticiper. Un jour, quelqu'un nous aime, un jour, quelqu'un nous déteste. Mais s'entourer, c'est important. Écouter, partager et dire ce qu'on ressent. Pour parler un petit peu du Temple Noble, c'est ce qui nous a liés, nous a mis en contact. Tu as pu accompagner une des membres
qui est avocate. Annabelle. Donc Annabelle. On balance. On lui passe le bonjour. Tu l'as accompagnée dans sa préparation mentale pour un combat qu'elle a pu réaliser au White Collar. Et qu'elle a gagné. Et qu'elle a gagné à Londres. Ouais. Pour ceux qui savent pas, le White Collar, c'est une compétition de boxe amateur, mais dans les règles amateurs, hein, c'est-à-dire on va jusqu'à essayer de nuire à l'adversaire en le mettant on a la recherche du chaos. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que ça met en confrontation des personnes, on parle col blanc entre guillemets, avec des métiers qui pourraient, dont on ne pourrait pas s'attendre à ce qu'ils pratiquent cette discipline. Et pourtant, on a même un champion qui est champion d'Angleterre poids lourd, qui est ancien champion du White Collar. Je pense à Bradley, j'ai oublié son nom de Bradley Wardley. Okay. Souvent c'est War aussi son surnom. Et en tout cas un boxeur excellent et qui vient du White Collar, comme quoi juste ce n'est pas du tout une compétition à négliger. Ouais. Qui est aujourd'hui champion poids lourd en Angleterre. Toi tu as pu accompagner Annabelle sur cette partie-là. Comment tu as pu accompagner Annabelle pour se préparer mentalement sur cette compétition? Ouais. Donc, on utilisait plein de techniques différentes de préparation mentale. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, ça a impacté... On a parlé de boxe, évidemment, mais pas que. Parce que les comportements que tu as sur le ring, c'est les mêmes comportements que tu as au boulot. Annabelle, tu l'as dit, elle est avocate. Elle a le ring en boxe. Elle a aussi au palais de justice. C'est un autre ring, tu vois. Et la maison aussi. Tout ça, c'est des lieux. C'est des lieux avec... des jeux qui se passent avec des interactions. C'est pas forcément la guerre, hein, c'est pas forcément le combat, mais c'est des lieux, des espaces d'interaction avec des gens. Et les comportements que tu as à droite, tu les as à gauche. T'es pas une personne différente. On pourrait penser. Tu peux mettre un masque, mais derrière le masque, c'est toujours la même personne. Et donc les automatismes, les croyances, les comportements accessibles facilement, les comportements plus difficiles, ça va être les mêmes. Donc on a parlé de boxe, mais finalement ça a impacté le reste de sa vie également. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je pense que il y a dans le temple, vous avez des cadres, vous avez des entrepreneurs, vous avez des professionnels qui aiment ces challenges-là, qui aiment aller au contact, qui aiment se dépasser. Quand t'aimes te dépasser sur le ring, dehors, en sport, au boulot aussi. Tu vois, c'est cohérent. Et donc on a utilisé plein de techniques. On a utilisé des techniques de respiration, on a utilisé des techniques de visualisation. Et on parlait de vision tout à l'heure. Une des techniques qu'on a utilisées, c'est la modélisation de l'excellence. C'est-à-dire que si tu n'as pas une vision claire de ce que c'est l'excellence pour toi, la réussite pour toi, comment tu veux l'atteindre? J'utilise souvent l'image de la cible de tir à l'arc. Si la cible, elle est floue, ça va être dur de taper dans le centre. Donc une grosse partie de mon boulot, c'est de rendre la cible mais tellement nette. Tu vois exactement le grain du papier, tu vois, la couleur, les lignes. Elle est tellement nette dans ta tête elle paraît même plus proche, plus atteignable. Et c'est encore plus facile de la viser. Donc on a modélisé l'excellence depuis le matin avant le combat, la préparation, l'échauffement, la manière de mettre les gants, la manière de récupérer le maillot, de monter sur le ring, le comportement pendant le combat, le comportement à la fin. Et si tu veux, la réussite, c'est pas tellement le résultat du combat. En tout cas, c'est pas tellement si tu gagnes ou si tu perds. Il y a une partie de ça qui est hors de ta zone de contrôle. Peut-être que la personne en face est juste plus forte ce jour-là. Ça, c'est hors de ta zone de contrôle. Par contre, toi, tout ce que tu contrôles à côté, si tu causes les cases de ce que tu veux faire, tu seras en réussite. Si tu as fait ta meilleure boxe, si tu as utilisé tous les comportements d'excellence que tu as visualisés, modélisés, que tu as pris du plaisir, que tu as tout donné, et que l'autre personne elle est plus forte. Tu as appris des choses, tu t'es donné, tu as utilisé ton plein potentiel, tu vois, t'es quand même en réussite. Donc voilà, on a fait tout ce travail-là, et c'est fou parce qu'on avait modélisé vraiment une photo de l'objectif et de la vision. Et la photo, le soir même du combat, Annabelle m'envoie une photo, et c'était la photo.
Mais si tu veux, dans le moindre détail, qu'on avait visualisé, qu'on avait passé du temps à créer, à modéliser. Une fois que tu as créé en fait ce chemin, c'est aussi physique, c'est un chemin neuronal, puisque tu peux le voir. Mais c'est beaucoup plus facile pendant le combat, pour le corps et l'esprit, de reprendre ce chemin. C'est pas la première fois. Tu l'as déjà vécu plein de fois. Et donc, plus facilement, tu vas atteindre et utiliser ce comportement d'excellence. Tu parles de visualisation, ça me fait penser à ce que souvent on disait d'un combattant qui aujourd'hui est un peu moins en activité, même s'il est officiellement toujours en activité, il est plus sur d'autres sphères, peut-être même politiques, c'est Conor McGregor. Conor McGregor, donc le combattant à l'UFC, ancien champion de l'UFC, et qui parlait de ça justement. Il disait que tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, s'est réalisé. Mais il y a tellement cru qu'en fait, c'était juste une suite logique. Il s'est vu champion, il s'est vu réussir financièrement, prendre soin de ses proches, en tout cas, comme lui il le conçoit. Ouais. Tout ça, il l'a visualisé, il l'a vu, mais de manière tellement profonde. Chaque étape était juste quelque chose qui était déjà écrit. Exactement. On parle souvent de ce qui est écrit ou pas écrit dans la vie. Est-ce qu'on a une destinée ou pas? Après ça ne tient qu'à moi, mais j'ai parfois l'impression qu'il faut se la créer. En tout cas, on peut en avoir plusieurs, mais il faut y croire. Et là, en fait, ce que tu partages là, j'ai l'impression, c'est vraiment le pouvoir justement de visualiser une situation, une réussite, qu'elle soit professionnelle, familiale, personnelle, bref, et pouvoir y croire tellement que elle s'accomplit. Et lorsqu'on a l'impression qu'on n'est plus dedans, il faut juste se raccrocher à l'histoire. C'est comme si on a perdu l'œil sur l'écran et dire attends, le film est toujours en route, et continuer à regarder juste le film se faire et rester dans l'instant présent. Exactement. C'est un petit peu ça que tu voulais résumer sur. Ouais, complètement. C'est Mohamed Ali aussi qui a annoncé. Oui. Je vais le battre à tel round ou telle minute, je sais plus exactement, mais il a annoncé. Tout ça, c'est la même chose. C'est voilà la pensée positive. Ok, c'est limite aussi, mais en tout cas, tu rends les choses plus réelles déjà. Et comme le chemin il est très clair, ça sera beaucoup plus facile de l'emprunter. Si tu es sur ton chemin en rando et que t'es collé le nez à ta carte, attends, par où je dois aller, nanana, on m'a dit à droite, on m'a dit à gauche, mais je suis pas sûr, attends, est-ce que c'est le bon chemin, etc. D'une, tu prends pas de plaisir. Et de deux, tu as beaucoup plus de chances de te perdre. Si tu as bien visualisé le chemin, tu sais exactement par où ça passe, tu as préparé, bam, tu es confiant. Comme tu es confiant, tes pensées, elles sont plus confiantes aussi, elles sont plus positives. Ton état intérieur, même ton système nerveux, il est plus détendu, ta respiration, elle est plus profonde. Toutes ces petites choses ensemble, elles garantissent pas que tu gagnes, mais elles maximisent tes chances de réussite. Donc le pourcentage va augmenter. Comme le pourcentage augmente, les conséquences positives, elles vont renforcer cette pensée. C'est le mindset. Et c'est ce cercle, il est vertueux. Si tu le travailles, il peut être aussi destructeur. Ah, je sais pas, je le sens pas aujourd'hui. Du coup, ta respiration, elle est un peu plus basse. T'as pas les bons réflexes, le bon comportement. Bah, tu perds peut-être le combat ou tu perds le client. Et ben, ça renforce ces pensées-là. Ouais, je suis pas au top, nanana. Mon état intérieur, il continue. Et tu vois, ça glisse, c'est une pente glissante vers le bas. Donc, tout mon travail, c'est de remettre dans ce cercle vertueux, positif. Et c'est top avec les entrepreneurs parce qu'ils ont plein de réussites. Avec Annabelle, on est allé chercher ces réussites fondatrices. On est allé chercher des moments de joie, de bliss. Et on a construit là-dessus. Ça, c'est des carburants. Quand tu arrives près du ring, tu vas chercher en toi, tu vas dans l'armoire, dans les étagères, et tu vas chercher ces moments de réussite. Tu les ouvres et tu les télécharges en toi. Mais vraiment, tu te baignes dedans. Et tout ton système nerveux, il va se mettre, tu sais, penser à un truc, c'est comme si tu le vivais. Si tu penses à une douleur, ça agresse le système nerveux, comme si tu te blessais. Mais ça marche avec le positif aussi. Donc, je me baigne dans cette réussite, je me baigne dans cet état positif. Et j'arrive sur le ring, déjà en mode réussite. Ça garantit pas la victoire. Par contre, ça maximise mes chances de réussite. Sur du long terme, ça marche. Ok. Tu parlais d'armoire avec des souvenirs. En fait, concrètement,
ce que j'essaye aussi de mettre en place dans ce podcast, parfois, c'est de donner des outils assez simples, peut-être des fragments d'outils. Comment on pourrait aider peut-être une personne qui souhaite se préparer ou se donner un objectif, un entrepreneur, une entrepreneuse ou une entrepreneur, parce que je pense que c'est comme ça qu'on le dit aussi, ou un artiste ou une artiste, que sais-je, se préparer à un événement. Admettons, un artiste, il a un concert à donner ou une prestation artistique à donner, si c'est un comédien, que sais-je. Un entrepreneur, disons, par exemple, qui se donnait Et j'ai l'impression que ça revient à ce que tu disais. Est-ce qu'il vaut mieux se donner un chiffre d'affaires à réaliser à l'année, ou est-ce qu'il faut pas voir dans 5 ans où est-ce qu'on veut se positionner dans le marché? Mais admettons, on a ces deux cas de figure. Est-ce qu'il faut que la personne elle puisse aller rechercher des événements passés dans sa vie réelle, des événements qui sont réellement passés, où elle s'est sentie à l'aise, heureuse ou heureux, pour ensuite les rabattre sur sa visualisation? Comment c'est un des outils. Donc on peut modéliser le futur, modéliser l'excellence. Là, on va aller chercher, c'est ce dont tu parlais, dans ton écosystème, moi j'appelle ça les géants. Nicolas Aignon, on en parlait tout à l'heure, qui passait dans Génération d'Itiotsaf, il en parle aussi. Les géants, ça va être des mentors. Ils te connaissent pas forcément, hein. Ça peut être des grands boxeurs, on a fait ça aussi avec Annabelle, ça peut être des entrepreneurs. Moi, des géants, j'en ai toujours une quinzaine. Et ils évoluent. Ils me connaissent pas, la plupart, hein. Ils sont pas au courant que j'existe. Je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, ça me permet, de suivre des chemins qui ont déjà été tracés. C'est beaucoup plus facile que marcher dans la neige fraîche. Un chemin qui a jamais été pris, ou créé, t'es stressé. Est-ce que je suis pas au mauvais endroit, etc. Un géant, il va te montrer ses pas. Donc ça va te donner des références, ça va te donner des idées, ça va te dire, oui, c'est possible, lui, il l'a fait, je peux le faire. Donc ça, c'est la première partie, d'avoir ces géants-là. Ça va te permettre de modéliser l'excellence, parce qu'en fait, ce que tu admires chez eux, c'est ce que tu valorises en toi. C'est la personne que tu veux devenir. D'accord? C'est ce qui a de la valeur. Et puis après, dans le passé, tu vas aller prendre ce que tu as vécu. Il y a des moments de grande joie, des moments de grande réussite dans ton passé. Retélécharge-les en toi. Mais vraiment, moi j'utilise aussi l'hypnose. On va se baigner dedans, on va aller dans les moindres détails et on peut créer des ancrages aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec un mouvement, un geste, retélécharger dans ton système nerveux ce moment-là. Donc tu prends ta plus grande réussite, ton moment de plus grande joie, et peut-être qu'on va y associer un mouvement du genre je me tiens le poignet. Et chaque fois que tu vas te tenir le poignet, boum. Okay. C'est comme une photo. Une photo, c'est un ancrage. Une photo perso, tu la regardes, tout de suite, t'as le sourire. La famille, un moment avec les copains. C'est juste un bout de papier avec des couleurs. Hein. Mais cet ancrage-là, visuel, toi, tu disais que tu étais vachement visuel. Cet ancrage visuel, bam, il va décharger dans tout le système nerveux ce moment-là et cette énergie-là. Donc, si tu télécharges un moment où tu t'es senti inarrêtable, super fort, hyper confiant, j'active, je le sens, boum, je remonte sur le ring, je suis au top. Très bien. Et ça marche pour tout. Moi, je l'utilise, je donne des conférences. Tu vas voir, j'ai des mouvements, si tu regardes mes vidéos, que je fais régulièrement. Je le fais avant, je le fais pendant. Mais les sportifs, ils font déjà ça. Tu sais, c'était la pub de Zidane. Toujours le pied droit, c'était pour Volvic, je crois. Ah ouais. Toujours le pied droit, toujours. T'as la ref. Toujours, tu vois, les tocs, au tennis, les rebonds avant le service, le mec arrive, ils font toujours tout dans le même ordre. Ça, c'est des ancrages. En boxe aussi, on a plusieurs qui ont ce type d'ancrage. Voilà. C'est associé à une réussite, ça te met dans un état positif, dans un état qui te rappelle un moment de force, de confiance, etc. Et donc, c'est une astuce pour retélécharger ça en toi. Ok. Donc, si on regarde ces petits fragments d'outils, on a donc se créer des géants, avoir des inspirations claires qui sont concrètement dans les domaines dans lesquels on veut exceller et avec lesquels on valorise leur manière d'avoir réussi et là où ils en sont. Et deuxième point, on va essayer d'aller voir dans le passé des moments clés et se créer des ancrages qui soient visuels, tactiles, pour que ensuite, lors avant, pendant et après l'événement, on ait des ancrages, des tics qui ont l'air des boutons, des raccourcis clavier, si tu veux.
Et en fait, je vais m'amuser à regarder certaines interviews. Je commencerai par les tiens, comme ça, j'essaierai de t'envoyer un message si j'arrive à trouver, à aller voir. Mais je regarderai un peu plus parfois aussi les orateurs assez connus. Je pense à Obama, je pense au malheureux défunt Martin Luther King, ou même j'en ai tellement en tête, je pourrais en sortir plein. On parlait de Mohamed Ali juste avant. S'ils n'ont pas aussi parfois des petits tics d'ancrage, je vais essayer de regarder ça et analyser. En tout cas, c'est un super outil. Et quand tu regardes, en fait, donc ça vient de la PNL, c'est une technique, et c'est de la modélisation des comportements d'excellence. C'est-à-dire que les créateurs de la PNL, ils sont allés voir les gens les plus performants dans le monde, mais dans toutes les activités. Ils leur ont demandé, mais vraiment, comment vous faites? Mais c'est quoi étape 1, étape 2, étape 3? Et ils sont allés voir les patterns, les schémas récurrents. Et donc c'est pas, si tu veux, c'est pas un truc qui sort de nulle part. Ouais, c'est juste, ils ont évalué, analysé ce que font les meilleurs, et ils en ont fait un système. Si tu y penses, on le fait très naturellement quand on est gamin. Si tu n'avais pas des posters de sportifs dans ta chambre. Si, Ronaldinho. Les géants. Zidane. En plein coup de pied, tu vois, en pleine action. C'est ça les géants, on s'endort comme ça en les regardant. Le truc, c'est que quand on devient grand, on arrête de faire ça. Tous mes clients, je leur demande, pendant l'accompagnement, à un moment donné, de tous les soirs, s'endormir en visualisant les géants, en visualisant le comportement d'excellence, en visualisant leur rêve à 5 ans, 7 ans, 10 ans, la personne qu'ils veulent devenir. Tu rends ce chemin plus accessible parce que tu passes ton temps avec 5-10 minutes par jour avec tes rêves. Ça me fait penser à Mbappé, ce que tu dis. C'est pas trop demandé quand même. Mbappé fait ça? Au final, il y a la photo mythique de sa chambre avec tous les posters de Cristiano Ronaldo et lui, il est comme ça. Et voilà. Et aujourd'hui, tous les enfants, peut-être, en tout cas, qui font du foot, sont comme ça, pareil, avec ces posters autour de lui. Et il en parle souvent, du fait qu'il s'est inspiré de Ronaldo. Et les posters, je pense que c'est un rôle à jouer important. Là, tu parles de gestes dans des images. Il faudrait que j'aurais du mal à me rappeler, mais j'avais plusieurs posters. Il faudrait pas que je me trompe, mais je sais qu'il y en a un où je sais pas si c'est Ronaldinho ou celui de Zidane, où le geste qu'il fait, il y a une période où j'ai essayé de faire le même exactement sur la photo. Donc ça se trouve, et je le réussissais. Donc justement, à force de le voir en me levant le matin, en me changeant, avant d'aller à l'école, et le regarder avec beaucoup d'admiration, au final, dès que j'étais à l'entraînement, je refaisais la même chose. Et est-ce que tu penses que peut-être les réseaux sociaux, ou en tout cas l'image qu'on a aujourd'hui accessible sur YouTube, les documentaires, les vidéos, même le fait que la plupart des gens se rendent accessibles sur Internet en partageant du contenu, peut aussi nous aider à ça? C'est une chance, c'est énorme, c'est tellement facile. Tu vois, il y a quelques années, j'ai grimpé le Cervin, Matterhorn, c'est celui qui a la montagne en pyramide sur les gâteaux, qui est un peu exposé comme montagne. Avant d'y aller, j'ai passé du temps sur YouTube à regarder. Tu peux voir toute l'ascension, tu peux voir tous les cailloux, tu peux voir tous les mouvements. J'ai passé des heures là-dessus, au chaud, derrière mon ordi, à regarder des vidéos. Le soir, comme ça, la nuit, ça continue de turbiner. Finalement, quand j'y suis arrivé, la montagne est très impressionnante. J'y avais déjà passé du temps. J'arrivais le matin même, j'étais jamais venu, boum, on allait faire l'ascension, ça enchaînait. J'avais déjà passé des heures et des heures avec la montagne. Et je reconnaissais, au fur et à mesure, c'est vraiment, on dit gazeux en montagne, c'est-à-dire que t'as 1000 mètres de vide sous toi, c'est du rocher, c'est très aride, c'est assez impressionnant. T'as du vent. Au lieu d'être là, oh là là, tu vois, il faut que je reste concentré, je reconnais, je l'ai vu dans telle vie, je vois le passage, j'ai vu comment il montait, etc. Donc forcément, ça maximise tes chances de réussite, ça maximise ta confiance et le plaisir que tu prends aussi. C'est bon, ça me fait penser à... Je réfléchis aux ancrages aussi des sportifs de sport de combat. Tu vas voir partout maintenant. Des combattants. Et en fait, c'est tout bête. Les combattants, souvent, ils font comme les comédiens ou les personnes qui font de la scène. Mm-hmm. C'est la veille, parfois même le jour même, ils montent sur le ring ou sur l'octogone. Mm-hmm. John Jones, je me rappelle encore, là j'ai l'image dans la tête exactement. Cédric Doumbé le fait aussi. Mais John Jones le fait très bien, où lui, il monte, il crée des situations, des mouvements, il est en shadowboxing.
Et en fait, je pense que dans ces moments-là, il visualise exactement ce qui va se passer. Et bon, on peut dire qu'il a souvent eu raison, très souvent même, si ce n'est toujours. Mais ouais, c'est marrant. C'est un super outil et je pense que il est peut-être pas assez mis en avant parce que parfois on peut avoir l'air d'un fou ou avoir l'air d'être trop fan. Moi, j'aime bien l'idée d'être fan. Tu sais, quand j'étais petit ou quand j'étais ado, j'étais fan de Chris Brown, le chanteur. Ouais. On peut dire ce qu'on veut sur sa vie personnelle. Ça, après, ça m'intéresse pas. Je le connais pas personnellement. Mais on parlait de géants. Moi, il y a des tics de langage que j'ai quand je parle. Mon père, il me disait qu'ils me viennent des stars que j'ai eues quand j'étais petit. La manière de regarder la personne avec un petit clin d'œil après avoir dit quelque chose de marrant ou quand je m'exprime, je fais ça souvent. Mon père me dit, pourquoi tu claques des mains? Je dis, j'ai un boxeur que j'aimais bien à chaque fois qu'il parlait. Il faisait ça et je fais pareil. Donc, je pense que j'invite vraiment tout le monde à pas forcément être fan, mais en tout cas trouver, comme tu disais, des géants et ne pas, quand je pose la question parfois, c'est qui ton idole? Ah, j'ai pas d'idole. Moi, mon idole, j'en ai pas. C'est ma vie qui compte. C'est moi le numéro 1. On a tous des idoles. Et les plus grands, ils ont tous eu des idoles. Donc bien sûr. C'est important. C'est inspirant, ça te met en mouvement. Et tu vois, je te parlais d'une quinzaine de géants. Les géants, j'en ai pour la paternité. J'ai des géants, des papas qui m'inspirent, des mamans qui m'inspirent, des familles qui m'inspirent. En tant qu'entrepreneur, des gens qui m'inspirent. En tant que je fais de l'immobilier, dans l'immobilier, il y a des gens qui m'inspirent dans la manière d'être, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils communiquent, dans les podcasts, dans tout. En fait, ça te donne aussi de l'envie, de l'énergie. Ah, waouh, il fait ça, lui. Cool. Ah, mais ça me donne telle idée, etc. Si t'es juste avec toi-même et tes idées, bon, ben, ça tourne un peu en rond, quoi. C'est clair. C'est clair, ça. Et, ouais, je pensais sur j'adore l'anecdote que tu m'as donnée sur la photo de Mbappé enfant, tu vois. Ouais. Et ça, tout à l'heure, je parlais du mode guerrier, du mode explorateur. Je pense que les enfants, d'ailleurs, il y a plusieurs études qui montrent ça, c'est des génies créatifs. Tous. Et petit à petit, on perd ça. Et on devient, il n'y a plus de génie créatif, il y en a très peu. À l'âge adulte. Et finalement, de retrouver, c'est ça de redevenir un explorateur. C'est de retrouver tu l'as fait. Ouais. Ah, j'ai trop envie. Oh, mais c'est génial ce qu'il fait. Mais j'ai trop envie d'aller voir ce chemin. J'ai trop envie d'aller faire cette aventure. Allez, on joue à ça. Tout ça, c'est du jeu. C'est un jeu, la boxe. L'entrepreneuriat, c'est un jeu aussi. T'as des règles du jeu, puis t'essayes de tirer ton épingle du jeu et d'être en réussite selon tes critères. Et puis, il y a des adversaires, il y a des partenaires. Et c'est un jeu. Alors, il y a des enjeux financiers, peut-être il faut que tu vives, que tu gagnes des sous à la fin du mois. Mais finalement, c'est plus loin que ça, c'est la personne que tu as envie de devenir avec ce jeu-là, quoi. Et donc, pas forcément trop non plus se prendre au sérieux. Comprendre que c'est un jeu. Sourire des événements qu'on vit. Bah oui, il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais ça fait partie du game. Sinon, il n'y a pas de jeu, quoi. Sinon, tu t'ennuies. Donc, quand il y a des difficultés, bah tiens, cool, niveau 2, quoi. Ouais, clair. Et ça te met dans une énergie complètement différente. Et ça garde ouvertes les portes de la créativité. Et je pense que, en tout cas, tous les gens que je rencontre, et je pense que dans le podcast, c'est aussi le cas, qui sont vraiment en réussite, c'est des gens qui sont tout le temps hyper curieux. Ils sont tout le temps en train de poser des questions. Ah, mais toi, tu fais ça. Mais comment tu fais ça? Et toujours en train d'apprendre, de s'inspirer et de prendre des éléments extérieurs pour adapter leur vision et aller dans un nouveau terrain de jeu. C'est vrai. C'est ce que je te disais. Il y a plusieurs partenaires que je retrouve sur l'ensemble des personnes pour l'instant avec qui j'ai la chance d'échanger. Et 1 heure, c'est quand même assez long parfois pour apprendre sur quelqu'un. Et je te parlais d'ailleurs du fait qu'ils sont tous entourés. Ouais. Ils sont tous curieux et toutes. Et j'ai encore d'autres noms qui vont bientôt venir et je sais que ça sera encore pareil. Et au final, on retrouvera souvent les mêmes patterns de réussite personnelle, financière ou familiale. On parlait de la vie de famille. Comment toi, tu arrives aujourd'hui avec le fait que tu dois accompagner ces différents entrepreneurs, dirigeants, tu as tes activités aussi à toi en termes d'investissement, tu parlais financier dans l'immobilier, mais ta vie de famille dans tout ça, comment tu arrives à trouver du temps et à organiser le tout? Le temps, tu trouves jamais. Ouais. Tu le prends. Il n'y a pas de temps, le temps il passe, c'est tout. Hein.
Le temps, il n'y a pas un jour où tu te lèves, oh tiens, aujourd'hui, ouais, j'ai reçu du temps là. Ça n'arrive pas, hein. Surtout quand tu adores jouer, avoir plein d'aventures, etc. Il y a toujours un truc à faire. Donc l'idée, c'est vraiment de gérer ses priorités et de se rendre compte que le guerrier qui se dit non mais je vais faire ça, après ça ira mieux, ça c'est une histoire. Ça ira jamais mieux. Il y aura toujours un truc de plus. Il y aura toujours un document de plus à envoyer, un rendez-vous à faire, un email à répondre. Il y aura toujours quelque chose. Donc soit tu te dis je me mets en mode bagarre, guerrier jusqu'au burn-out ou jusqu'à être dégoûté de mon activité, ce qui arrive beaucoup. Soit tu te dis en fait la priorité c'est moi, c'est mon énergie, mon envie, être en vie, et c'est ça ma priorité. C'est-à-dire aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de vivre, à quoi je fais de la place. Est-ce que j'ai envie de vraiment courir toute la journée et finir la journée j'ai rien vu, j'arrive fatigué, frustré avec ma famille, ou est-ce que je me dis aujourd'hui voilà ce que j'ai envie d'avancer. Où est-ce que c'est important que je mette mon énergie. Et ensuite, tu arbitres. C'est pas facile, hein. Parfois, tu as certaines peurs qui reviennent, tu as des « il faut que je fasse ça » qui reviennent. Parfois, tu as des contraintes réelles, comptables, administratives, etc. Et tu dois t'en occuper, ok. Mais ça, c'est un tout petit pourcentage. À la fin, celui qui contrôle ton agenda, c'est toi-même. Si tu décides de prendre 10 rendez-vous au lieu de 5, c'est ton choix. Donc voilà, c'est se poser la question de ce que tu as envie de vivre et ensuite gérer ton temps pour que ça corresponde à ça, sans te raconter des histoires sur il faut que j'ai pas le choix, c'est comme ça c'est que des histoires. Et c'est là qu'un miroir, ça aide quelqu'un qui puisse te dire non, il n'y a pas de il faut que il y a machin. C'est toi qui t'es mis dans cette situation, c'est toi qui as lancé cette entreprise, c'est toi qui as décidé de faire ce combat de boxe. T'assumes les conséquences. Si finalement c'est plus aligné avec ce que tu as envie de vivre, change. Fais différemment. T'as le choix. Surtout un entrepreneur. T'as le choix. Tu es créateur de ta vie. Tu entreprends ta vie. Donc entreprends différemment. Au final, c'est ce que tu as fait. Après, tu en parlais des raisons qui t'ont poussé à le faire, mais c'est ce que tu as fait. Et on parlait aussi de trouver aussi parfois le miroir, ce miroir-là qui peut te dire cette personne, qui peut te faire comprendre, ou ce moment. Après, il faut peut-être pas arriver au moment qui va le faire comprendre, mais si c'est le cas, tant mieux aussi pour parfois changer de cap, ou à l'inverse, mettre un petit coup d'accélérateur. On va finir cet épisode sur quelques questions. Okay. J'ai souvent les 3 premières qui sont les mêmes. Okay. Questions rapides et réponses le plus rapide que tu pourras le faire. Okay. Et ensuite, les 2 dernières sont plus personnelles, mais ça reste à ses joueurs. Okay. Donc, les 3 premières, c'est d'abord thé ou café? Café. Pareil. Mais je pensais que tout le monde allait être café dans les différentes personnes qui répondaient, mais il y a eu un 50-50 en soi. Ensuite, plutôt entraînement sportif ou activité sportive en extérieur ou en intérieur, le matin ou le soir? Les deux, mais extérieur, clairement. L'extérieur toujours? Ouais, toujours extérieur. Livre ou podcast? Les deux, c'est dur. C'est des cycles. J'ai des cycles livres et j'ai des cycles podcast. Intéressant. Là, t'es sur un cycle plutôt podcast. Plutôt podcast. Ouais. Et je sors d'un gros cycle livre. Et là, je suis en mode podcast. Aussi parce que c'est le printemps et comme je passe beaucoup de temps dehors, plus pratique le podcast. Dire ça. Ouais. Okay. Un livre peut-être que tu aimes bien ou de chevet qui t'accompagne. En lien avec la thématique, un des super livres de l'année, c'est Charbonnier, Plus de peur que de mal. Je le recommande vraiment pour comprendre que ce qui nous retient principalement, c'est nos peurs qui sont infondées, beaucoup plus que la société, l'URSSAF, les impôts, le temps, le ceci, le cela. C'est nos peurs. Okay. Quand tu fais ce boulot, te faire sauter ces peurs-là, ou la croyance qui génère une peur, ton potentiel, il devient pour moi illimité, ton énergie illimitée. Et donc le temps, t'en as, quoi. Parce que t'es tellement plus précis, efficace, juste dans tes actions, qu'au lieu d'avoir 10 actions pour atteindre un résultat, tu vas avoir une action. Donc forcément, t'as beaucoup plus de temps, quoi. Intéressant. Ok, je prends note.
Ça me fait beaucoup de livres à lire aussi. Je fais comme toi, j'essaie d'avoir des cycles maintenant où je vais plutôt avoir plus de podcasts. C'est pareil, quand il fait bon, mieux vaut sortir C'est clair. et aller gravir nos propres sommets. En parlant de sommets, plutôt Mont Fuji ou Kilimandjaro? Fuji. Kilimandjaro, c'était compliqué. C'est un beau sommet, très beau parce que tu passes, t'as la jungle, la forêt, un genre de cos montagneux, et ensuite t'as un glacier en haut. On se rend pas compte, mais en fait t'as un énorme glacier en haut. Et donc tu voyages là-dedans, c'est hallucinant, quoi. C'est comme un genre de gâteau de millefeuilles comme ça que tu traverses. Par contre, tu es obligé de le faire avec des porteurs, ce qui est pas du tout ma philosophie. C'est comme ça, c'est un business là-bas. Enfin, de partout, c'est un business, mais le business est comme ça. Et donc, tu as des porteurs qui portent la plupart de tes affaires. C'est pas forcément ma vision de l'alpinisme et de la montagne. Donc ça, c'était un peu dommage pour moi, malgré une super expérience. Et le Fuji, c'est une montagne hyper accessible. Hein. Tu as même des petits shops en haut. T'as des escaliers quasiment sur la voie normale. Donc, c'est très accessible. Moi, je l'ai fait en bullet climb, donc dans la nuit directe, de l'autre côté, un peu plus intense. Et c'était magnifique d'avoir le lever de soleil sur le Japon, du Fuji. C'est très esthétique, en fait, comme montagne. Ouais, c'est ce que je me suis dit quand j'ai préparé cette question et je regardais des images du Mont Fuji, je me suis dit, voilà, c'est vraiment beau. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un côté, dans le Japon, d'une manière générale, mais il y a ce côté très classe, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais. C'est clair. Alors, plutôt voyager ou méditer? C'est la même chose. Déjà, tu l'as dit tout à l'heure, mais je me suis dit, ok, c'est bien, ça fait un avant-goût. Mais je pensais aussi que tu allais dire la même chose. Alors, en quoi c'est la même chose pour toi? Je te raconte une histoire que j'ai jamais racontée. Okay. Il y a des moments dans mon business et dans ma vie où j'étais bloqué. J'allais prendre un billet de train et je passais la journée dans le train en faisant une boucle, en faisant le tour de la moitié de la France. Ok. Et je revenais, donc j'habite à Annecy maintenant. Ouais. Je revenais à Annecy, je faisais 5, 6 heures, 7 heures de train et je rentrais. Et finalement, dans le train, pour moi, c'était un interrupteur méditation, introspection. T'as le paysage qui défile, t'as les bruits blancs. Tu sais, maintenant, on a l'ASMR, etc. sur YouTube, mais t'as ces bruits blancs. Et puis, t'as ce flot de personnes. Les aéroports, j'ai toujours eu ce truc aussi dans l'aéroport de m'asseoir et regarder ces gens qui passent et te dire, waouh, mais tout ce champ des possibles, ces villes, là, ils sont là à New York, à JFK, je me rappellerai toujours. T'as des gens du monde entier, t'entends des dizaines de langues dans la journée et tu te dis, mais c'est quoi ces chemins de vie qui se croisent là? Tu vas essayer d'imaginer la vie de chacun, où ils vont, d'où ils viennent. Et le train, c'est pareil. Et d'être en mouvement en plus dans le train, tu vois, t'as la vibration, t'as le bruit. Et à chaque fois, je trouvais la solution, ça éclairait mon problème d'une nouvelle manière. Et puis t'es un peu bloqué, il n'y a pas de réseau, t'es assis, machin. Donc c'était un peu cette méditation. Et c'était ma clé quand vraiment j'étais coincé dans une situation, j'arrivais pas à voir plus grand, je faisais ça. Donc voilà, méditation en voyageant. Ok. Moi, ça me fait penser aussi à moi, je l'ai déjà fait moi, où en fait tu prends la voiture et tu roules, c'est ça. tu roules et puis tu reviens chez toi et tu dis en fait tout va bien. Exactement. Donc je dirais prenez le temps de voyager pour méditer. C'est ça. Derrière. Marcher, faire du vélo, du train, de la voiture. Dès qu'on est en mouvement, plus une concentration physique, donc en roulant, tu es concentré sur ce que tu fais. Ça ferme la porte à la petite voix. C'est la petite voix, le petit mental, blablabla, qui te raconte des histoires. Et en fermant la porte à ça, ça laisse de l'espace à l'explorateur qui est créatif, à l'inspiration, à l'innovation, à la créativité. Et donc, hop, d'un coup, tu as des idées, elles apparaissent. Elles apparaissent parce que tu as fait de la place en donnant une activité, en donnant un focus à la petite voix mentale. Ok, super. Et j'espère que ça pourra en inspirer plus d'un et plus d'une à prendre ce chemin et prendre le chemin de la marche, on va dire. Écoute, on a quasiment fini l'épisode. J'ai souvent 2 dernières questions que j'aime bien poser. C'est est-ce que tu aurais donc une question pour le prochain ou la prochaine invitée? Je suis pas préparé. La prochaine question, la prochaine invitée.
Le ou là? Je vais te donner un indice, parce que souvent je donne quand même des indices, sans trop dire qui c'est. Ce que je pourrais te dire, ça peut être, ça dépendra de timing, mais ça peut être la prochaine invitée. Ok. Alors j'ai une question que je pose à tous mes clients. Je leur demande, donc tu pourras lui poser, je pense que c'est toujours pour apprendre à connaître quelqu'un, c'est hyper intéressant. Tu peux lui demander sa plus grande réussite selon elle ou lui, pas la réussite LinkedIn, Instagram. La vraie réussite, celle qui te fait vraiment, elle te rend fier. Et lui poser la question, en quoi pour toi c'était une réussite? Okay. Quel comportement, quelles actions tu as mis en place, quels obstacles tu as rencontrés qui fait que pour toi, c'était une réussite. Et ça en dit long souvent sur la personne que tu as en face de toi. Ok. Et peut-être un nom ou un prénom en tout cas d'un prochain ou d'une prochaine invitée que tu penses que je devrais contacter pour qu'elle puisse venir s'asseoir à ta place? Ouais, complètement. Je travaille beaucoup avec Davy Villanueva. C'est aussi un de mes mentors. Je trouve qu'il a une vision sur l'accompagnement des entrepreneurs, des dirigeants qui est assez unique. Une énergie qui est assez unique aussi. Donc ça pourrait être un super invité. Okay. Et puis on a parlé de Nicolas Aignan aussi, qui est une vision et une pratique quotidienne. Il est une discipline dans sa vision de la vie et dans la mise en pratique de sa vie, qui est très inspirante. Je pense que c'est un de mes géants aussi, qui pourrait être un super invité. Je prends note, ce sera avec plaisir. En tout cas, moi, cet épisode, j'ai pas vu l'heure passer et j'aurais bien aimé même... on en fait une deuxième. Ouais, c'est ce que je propose souvent à mes différentes invités et leur dire que un épisode 2, un épisode 3, et c'est le but. C'est le but, et avec encore plus d'outils à partager et d'histoires à raconter. Avec plaisir. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. C'était super. Je vous dis à très bientôt pour un épisode nouveau de See You on the Ring. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à présent. On est très content de cela et je vous invite à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pouvoir laisser peut-être un petit commentaire et quelques étoiles sur les plateformes d'écoute sur lesquelles vous écoutez l'épisode. Merci encore. Et c'est des épisodes comme ça, des moments comme ça qui, moi, me font du bien et j'espère vous aussi vous permettre d'être inspiré et derrière de pouvoir continuer à gravir les différents sommets de votre vie. Merci encore, Adrien. Merci, ciao. Ciao.